Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter un cours sur la borne supérieure et la borne inférieure. Bon, on a une définition. Bon, une définition, soit E, une partie non vide majorée de R. Inclus dans R, non vide, admet un majoré. Si l'ensemble des majorons de E possède un plus petit élément, c'est-à-dire le plus petit du majoron, un plus petit élément, M, alors celui-ci, c'est-à-dire cet M, s'appelle borne supérieure de E. On la note tout simplement sup E. Donc, sup E, c'est déjà un majoron, et c'est le plus petit parmi tous les majorons de E. Donc, sup de E, c'est déjà un majoron, et c'était le plus petit parmi tous les majorons. Si l'ensemble des minérons de E possède un plus grand élément, celui-ci s'appelle borne inférieure de E. On la note. On note cette borne inf de E. Schématiquement, si on a un ensemble E déjà borné, ou par exemple, on minoré, c'est E. Les éléments de E sont dispersés dans cette zone. Voilà, c'est les éléments de E. C'est quoi la borne inférieure? S'il existe, c'est un minoron qui est très proche des éléments de E. C'est le minoron le plus proche. C'est-à-dire, si petit m est la borne inférieure, tous les éléments qui sont de gauche de M sont déjà des minorons. Mais non, on s'intéresse au minoron le plus proche. Et si jamais on choisit un élément qui est strictement supérieur à petit m, cet élément ne sera pas minoron. Donc, c'est ça qui caractérise la borne inférieure. Supérieure, c'est pareil. Si je considère la borne inférieure, tout ce qui est supérieur à grand M est aussi majoron de E. Donc, il n'y a pas unicité de majoron en fait. C'est un majoron M existe, tout ce qui est supérieur à son majoron, il réalise aussi un majoron de la partie concernée, la partie E. Et le mot E, donc, si jamais on prend un élément qui est strictement inférieur à ce M, qui est la borne sup, cet élément-là ne serait pas majoron de E. Et donc, on obtient la caractérisation intéressante suivante. Sup d'une partie E est égal à M, c'est selon aussi. La borne supérieure de E et M, on a deux choses importantes. La première, c'est que pour n'importe quel x appartienne à E, l'autre x est inférieur à M. C'est-à-dire que M
est déjà un majorant de E. Tout élément de E reste inférieur à M. Quel que soit X appartient à E, X est inférieur à M. C'est la première condition. La deuxième condition. Pour un epsilon positif donné, on peut trouver un x0 appartient à E, tel que M moins epsilon inférieur strict à x0. Ça veut dire que M moins epsilon ne serait pas majorant. Schématiquement, on a la chose suivante. Le M, ça sera déjà un majorant de E. Les éléments de E sont tous de gauche de M. Et si on prend un élément inférieur strict à M, du genre M moins epsilon, certainement on peut trouver un élément x0 qui appartient à E pour que l'on puisse dire que M moins epsilon n'est pas majorant. C'est-à-dire, lorsque je dis un élément M moins epsilon n'est pas majorant, ça veut dire qu'il existe un élément de E qui est lui strictement supérieur. Voilà. Et l'inf de notre partie E est égal à petit m, ça équivaut à, quel que soit x appartient à l'ensemble E, notre x est supérieur à m, ça veut dire que m est un minorant déjà de E, et aussi, quel que soit epsilon positif, il existe un x0 appartient à E, tel que m plus epsilon ne sera pas minorant, c'est-à-dire j'aurai mon m, petit m, et les éléments de E sont tous situés à droite de M, parce que M c'est le minorant, c'est-à-dire que tous les éléments de E sont supérieurs à M. Et si jamais je choisis M plus epsilon, certainement il y a un x0 dedans. Ça veut dire qu'il n'existe que x0 inférieur strict à M plus epsilon. Et bien sûr, il est supérieur à petit ou égal. Là, c'est des choses. Et ici aussi, je peux être inférieur ou égal à M, parce que M majorant, et c'est M petit m est déjà dedans. Voilà la caractérisation de la ronde. Je traite un exemple. Un exemple. Par exemple, je considère, moi, un ensemble E est égal à l'ensemble des éléments de la forme 1 sur n, la partie entière de 2n moins 1 sur 3. Tel que n appartient à n étoile. Un ensemble formé des éléments de ce type. Montrez que la borne supérieure de cet ensemble E est égale à 2 tiers. On va montrer que la borne supérieure de cet ensemble-là est égale à 2 tiers. Donc, on va utiliser cette caractérisation. Donc, on est obligé de montrer que c'est déjà un majorant. Montrons deux choses alors. La première, montrons que, quel que soit x appartient à E, notre x est inférieur à 2 tiers. C'est-à-dire 2 tiers est déjà un majorant, le premier point de la preuve. Soit donc x appartient à E, je sais bien qu'il existe un n appartenant à n étoile, tel que mon x s'écrit 1 sur n, la partie entière de 2n moins 1 sur 3. Et on sait que la partie entière de 2n moins 1 sur 3 est inférieure. Mais je m'intéresse du côté de droite. La partie entière est inférieure à l'élément, à 2n moins 1 sur 3. La partie entière de x est le temps inférieur ou égal à x. Et je multiplie par 1 sur n, donc 1 sur n qui est positif, la partie entière de 2n moins 1 sur 3, il est inférieur ou égal, je multiplie aussi la part par n, donc ça fait 2 tiers, moins 1 sur 3n. Je sépare de 2n sur 3, mais je divise par n après. Je multiplie par 1 sur n après. Donc voilà,
vous voulez, 2n moins 1 sur 3n. Bah, après avoir multiplié ça par 1 sur n, il devient ça. Et je sépare. 2n sur 3n, c'est 2 tiers, moins 1 sur 3n. Et c'est clairement inférieur à 2 tiers. Ça, c'est inférieur tout le temps à 2 tiers d'une manière même stricte. Donc, mon x, quel que soit x appartient à E, le x est alors inférieur à 2 tiers. Donc, E est majoré par 2 tiers. Donc, le premier point de cette caractérisation est acquis. Quel que soit x. Donc, le sup de E égale à m, ça veut dire la première chose, quel que soit x appartient à E, le x est inférieur ou égal à m. Maintenant, je passe à la deuxième caractérisation, soit epsilon positif. Montrons qu'il existe un x0 appartenant à notre ensemble E tel que x0 il est supérieur à 2 tiers moins l'epsilon. C'est-à-dire, si je retranche de 2 tiers, c'est-à-dire là, lorsque l'explication, je sais d'ailleurs que 2 tiers c'est déjà un majorant. Si jamais on prend un élément de tiers moins l'epsilon de gauche de ça, donc on doit trouver qu'il existe un x0 pour que cet élément ne sera pas un majorant. Et donc, le 2 tiers, ça va être le plus grand. Parce que chaque fois qu'on retranche de 2 tiers une quantité positive, strictement, on obtient un réel qui n'est pas majorant. Donc, 2 tiers, ça sera le plus petit alors des majorants. Il n'y a pas de majorant de gauche de 2 tiers. Et donc, voilà, on va maintenant, le x0 qu'on cherche, on peut le poser donc sous forme d'élément de E. On pose notre x0 à chercher sous cette forme. La forme, c'est-à-dire un élément qui appartient à E, il est déjà sous cette forme. Donc, c'est 1 sur n, la partie entière de 2n moins 1 sur 3. Voilà. Et donc, on va utiliser certainement un encadrement intéressant. J'utilise un encadrement qui est plus intéressant. Maintenant, je sais que, d'après cet encadrement, la partie entière de 2n moins 1 sur 3, elle est entre là 2n moins 1 sur 3 moins 1. Et là, largement inférieur à 2n moins 1 sur 3. Nous, on peut considérer ça l'égalité large. Et donc, on va diviser par n. Donc, avant, peut-être il faut simuler de mettre 2n sur 3. Moins 1, moins 4. Donc, moins 4 tiers. Et donc, on va multiplier par 1 sur n. Après, E, 2n moins 1 sur 3, inférieur à 2n moins 1 sur 3. Et donc, 2 tiers moins 4 sur 3n, inférieur à 1 sur n, la partie entière de 2n moins 1 sur 3, inférieur à 2n moins 1 sur 3n. Nous, on souhaite montrer que 2 tiers moins à chercher un x0 qui réalise cette relation. Le x0, c'est celle-là. Donc, un n convenable. On va déterminer un n qui convient. Pour avoir 2 sur 3 moins epsilon inférieur à x0, qui est là, ça c'est x0, il suffit que là, je tiens votre attention à bien se concentrer pour avoir cet élément-là dépasse 2 tiers moins epsilon. Il suffit que cet élément de gauche dépasse lui-même x0, 2 tiers moins epsilon. Il suffit que 2 tiers moins 4 sur 3n lui-même inférieur à 2 tiers, plutôt supérieur
supérieur je veux que x0 supérieur à cette quantité. Et j'ai un élément qui est inférieur à x0. Pour que cet élément supérieur cet élément x0 dépasse 2 tiers moins epsilon, et ce fait que cet élément-là ne le dépasse. Si jamais 2 sur 3 moins epsilon est inférieur à ça, et ça lui-même, je sais davantage qu'il est inférieur à x0, c'est garanti que 2 tiers moins epsilon, alors à ce moment-là, est inférieur à x0. C'est ce qu'on veut. Donc, pour avoir 2 sur 3 moins epsilon inférieur à x0, il suffit que cet élément qui est déjà inférieur à x0, lui-même dépasse 2 tiers moins epsilon. C'est-à-dire d'avoir, alors le 2 tiers va se simplifier, donc il nous reste epsilon supérieur à 4 sur 3n. On simplifie par 2 tiers, on multiplie par moins, on renverse d'où, c'est-à-dire le n est supérieur à une quantité. Je m'excuse, le 3, le n il est là. Donc le n est supérieur alors à quoi? À 3 epsilon sur 4. Donc il ne reste qu'à choisir un bon choix. N c'est un entier naturel. Le premier entier qui est strictement supérieur à 3 sur epsilon plus 4 n'est rien d'autre que la partie entière. On pose 1n0 est égal à la partie entière. C'est-à-dire, par exemple, si jamais vous trouvez n supérieur strict à 4,2, le premier entier qu'on convient, c'est 5. Parce que je cherche un entier naturel. Et donc, le 5, c'était la partie entière de 4,2 plus 1. Donc, on pose alors la partie entière de 3 epsilon sur 4 plus 1, qui appartient bien à n étoile, parce que cela est positif. Donc quel que soit epsilon positif, alors, je sais bien qu'il existe un x0 égal à 1 sur n0, e de 2 n0 moins 1 sur 3 qui appartiennent à e, qui réalise l'encadrement 2 sur 3 moins epsilon inférieur à x0. Et donc, c'est la fin, d'où le sup de E est égal à 2 sur 3. Donc, voilà, par exemple, le traitement de la borne supérieure avec la caractérisation. J'énonce le théorème intéressant. Toute partie de R non vide majorée admet une borne supérieure, donc théorème de la borne supérieure. Le théorème, toute partie non vide majorée de R admet, c'est-à-dire possède, une borne supérieure. Et toute partie non vide minorée de R possède une borne inférieure. C'est-à-dire, parfois, ce théorème, il assure l'existence de telle borne supérieure. Avant de la trouver, par exemple, pour montrer qu'il existe une borne supérieure, il suffit de montrer que la partie est majorée et non vide. Deux choses, tout simplement. Et pour montrer qu'il a une borne inférieure, il suffit de montrer qu'il n'est pas vide et minoré. Par exemple, A est égal à l'ensemble moins 1 puissance n sur n plus 1. C'est que n appartient à n. Quel que soit x appartient à A, vous avez bien moins 1 puissance n est inférieur à 1.
quel que soit indépendamment de la parité. Et moins 1 puissance n sur n plus 1, il est inférieur à 1 sur n plus 1, qui est inférieur à n à 1. Parce que n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Et donc, le passage à l'inverse. Donc, A est une partie non vide parce qu'il contient, en posant n égale à 0, moins 1 puissance 0, c'est 1 sur 1. Donc 1 appartient à A. C'est la raison pour laquelle A différent de V. Si on pose n égale à 0, moins 1 puissance 0, c'est 1 sur 1. Donc c'est un élément 1 qui appartient à A, donc, parce qu'il est sous cette forme. Est une partie non vide majorée de R. Donc, il possède une borne supérieure. Et on peut remarquer une chose intéressante, c'est que un majorant de A, c'est déjà 1. Maintenant, cet exemple pour assurer l'existence de la borne supérieure. Et on remarque que 1, c'est un majorant et en même temps appartient. Les deux choses à la fois, ça veut dire que max de A, c'est le plus grand élément, est égal à 1. Un max, s'il existe, c'est la borne supérieure. Et donc, cette borne supérieure, c'est déjà 1. Si vous avez le maximum existe, le plus grand élément, c'est-à-dire le majorant particulier, majorant qui appartient. Si le max existe, alors la borne supérieure existe, c'est égal au max. Si la borne supérieure existe, égale à m, on n'est pas sûr que le max existe. Et donc voilà, j'arrête à ce niveau, je vous remercie, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.